Alors, il ressort aussi au Mardium de vos recherches que la révolution des taureaux, pour revenir chez nous, au Fouta, alors, de 1776, menée par Souleymane Baal, a mis fin à l'esclavage. Ça, on l'affirme. Mais cette révolution-là de 1776, oui, avec cette interdiction de la traite négrière, que j'ai découverte d'ailleurs par hasard, moi, en 1988, en lisant L'Islam noir de Vincent Monteil, il y avait une phrase là-dedans, qui était d'ailleurs une citation incomplète, où on a parlé d'un certain Pétion qui disait que l'Almami, roi des poules, a interdit à la compagnie de traverser ses territoires avec des esclaves. Eh bien, la phrase exacte, il parlait de l'Almami Aboulkader Khan. C'est Jérôme Pétion de Villeneuve, qui était maire de Paris, député à la Convention, qui, dans un discours devant l'Assemblée nationale, en 1790 à Paris, discours dont la partie concernant le Fouta est intégralement dans mon livre, Lumière noire de l'humanité. C'est Jérôme Pétion de Villeneuve, donc ancien maire de Paris, député à la Convention, qui avait dit ceci, en citant l'Almami Aboulkader Khan du Fouta Toro: moi, Almami, roi des Peuls, je refuse les présents de la compagnie. Je proscris la traite de mes sujets. J'interdis le passage des caravanes d'esclaves dans mon État. L'Almami Aboulkader Khan, qui lui avait accepté de devenir le premier Almami, suite au refus de l'Almami Souleymane Baal, qui était le leader de ce mouvement, d'accepter le poste politique de l'Almamia. Et voici la proclamation sur laquelle, n'est-ce pas, était basée cette révolution de 1776, qui a aboli la traite négrière. Mais on a en 1776. Mais quand même, Omar, on a dit quelque chose. On a dit que la révolution des Almami Torodo n'a protégé que les esclaves musulmans. C'est faux. Parce que, tout simplement, je reprends le passage, j'interdis le passage des caravanes d'esclaves dans mon État. Les caravanes d'esclaves venaient du sud-est du Fouta. Ça, tu connais le Fouta, tu es originaire du Fouta. Tout comme moi, n'est-ce pas? Même si nous n'y avons pas vécu, n'est-ce pas? Les caravanes venant du sud-est, du sud-est, allant jusqu'à vers Saint-Louis, qui était au XVIIe, XVIIIe siècle le principal point de convergence des esclaves. Ces caravanes-là étaient essentiellement composées d'esclaves non musulmans. En interdisant à ces caravanes de traverser le Fouta, n'est-ce pas, l'Almami Aboulkader sauvait ces gens-là de la traite négrière. Donc ce n'est pas exact. Ah oui. Alors, autre précision, puisque vous avez travaillé sur ce sujet, alors, sont-ils vraiment les premiers à abolir, entre guillemets, cet esclavage, comme l'écrit le baron Roger et d'autres explorateurs? En 1776, les Quakers à Philadelphie avaient aboli l'esclavage, n'est-ce pas? Mais ça, c'était vraiment local. Mais un État qui, de son propre chef, a décidé d'abolir l'esclavage de manière claire et sans ambiguïté, cet Almamia-là était le premier en 1776. Ah oui. La France révolutionnaire de 1789, donc 13 ans après 1776, a aboli l'esclavage officiellement par la Convention en 1794. C'est-à-dire, en fait, 3 ans après l'insurrection de Bois-Caïman en 1791 où les Haïtiens se sont soulevés. C'est-à-dire 3 ans après l'abolition de l'esclavage, de la traite négrière par les Haïtiens eux-mêmes, par les armes chez eux. C'est en 1794. Donc 18 ans avant, la traite négrière était interdite par l'Almamia du Fouta Toro. Et sans aucune espèce d'ambiguïté. Et dans ce livre, il y a des témoignages de Suédois, d'Anglais et de Français contemporains au XVIIIe siècle qu'on ne peut pas suspecter de complaisance vis-à-vis donc du régime de l'Almamia. Le baron Roger, après, dans son livre Quel est d'or en 1825, a dit quelque chose de très, je dirais, significatif ici. Il dit, le baron Roger, je le cite, « Rien ne pourrait t'ôter de l'idée des foules », parce que certains les appelaient les foules, d'autres les appelaient les poules, c'est selon. Rien ne pourrait t'ôter de l'idée des foules qu'en défendant la traite des Noirs, les Européens ont été déterminés par leur exemple. Ils sont fiers de nous avoir devancés dans la carrière de la raison, de la justice et de l'humanité. Fin de citation. Et ce livre-là, je le détiens. Le livre Quel est d'or, qui a été réédité par l'Harmattan dans la collection Autrement Même. Et puis il y a un autre explorateur aussi. Il y a Gaspard Théodore Mollien, en 1818, 42 ans après, a visité le Fouta. Il a dit ceci, n'est-ce pas? Des poules, il les appelait les poules, lui. Je cite, « Ils ont un esprit national. Ils ne vendent jamais les leurs et les rachètent lorsque l'un des leurs est vendu. » Fin de citation.
Alors, il faut retenir donc vraiment, Omar, de manière définitive, que toutes les abolitions sont venues après celles faites par les Almamis du Fouta. Pour la traite négrière. Pour la traite négrière, évidemment. Oui. Absolument. Hein? Absolument. Oui. Et même l'insurrection, n'est-ce pas, qui a abouti à l'indépendance d'Haïti, oui, c'est celle de Bois Caïman en août 1791, avec l'esclave Boukman venu de Jamaïque. Et cette insurrection-là, cette abolition-là de la traite négrière allait de pair avec une révolution nationale démocratique qui était fondée sur les principes suivants, n'est-ce pas? Cette révolution-là était fondée sur les principes suivants. Voici en 1776 la proclamation de l'Almami Souleymane Baal, oui, à partir du texte original en arabe, traduit par un arabisant. Voilà, alors ce qu'il faudrait, Omar, avant cela, rappeler quand même que vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire du Fouta, hein, comme nous vous l'entendons le prouver, ce qui vous a valu d'être lauréat de l'association Dental Fouta du Canada. Dental Fulbe Canada, oui, oui, en 2008. Oui. Et que vous avez aussi travaillé sur le rôle des Almamis. Alors, l'Almami a disparu au bout de 105 ans. Est-ce 105 ans en tout cas, malgré la résistance qui a pu être menée. Alors, qu'est-ce qui a motivé cela? Alors, on dit, raison de la chute du Fouta Toro, les diverses thèses sont avancées. Hein? On dit que, parce que justement, vous le dites, respect des non-principes proclamés par l'Almami Souleymane Baal, d'abord. Première raison, c'est le non-respect effectivement de ces principes-là, qui ont fondé cette démocratie, n'est-ce pas, qui ont fondé cette démocratie, je dirais, qui pratiquait le suffrage universel indirect. Parce qu'il y avait de grands électeurs, n'est-ce pas, qui élisaient, qui avaient le pouvoir effectif d'élire et de défaire l'Almami. On a des témoignages très précis à ce sujet, n'est-ce pas, les témoignages de Gaspard Molien, les témoignages de Duranton et de Anne Raffenel, qui ont visité le Fouta beaucoup plus tard, qui disaient qu'un traité signé avec ce pays-là ne vaut rien parce qu'ils peuvent destituer leur leader quand ils veulent. Ah oui. Oui. Anne Raffenel et Duranton en témoignent. Oui. N'est-ce pas? Anne Raffenel et Duranton en témoignent. Oui. Ça vient des travaux de Yves-Jean Saint-Martin, je crois, sur l'Empire Toucouleur et le Fouta. Donc, ces principes-là, la proclamation a été résumée en 7 points. Oui. Dans trois études que j'ai pu rencontrer. Il y en a peut-être d'autres. Il y a certainement celle de David Robinson, n'est-ce pas, qui a travaillé en anglais de Michigan University, n'est-ce pas, qui a travaillé sur la révolution Torodo. Il y a aussi, la première fois que moi, cette proclamation m'a été révélée, j'avais lu un livre du professeur Sambadian de la faculté de lettres sur El Hadj Omar. Oui, El Hadj Omar. Ensuite, il y a le livre de Madina Lital sur la Tidjaniya de Cheikh Oumar, que j'ai lu. Ensuite, il y a une revue, la revue d'histoire du Sénégal, n'est-ce pas, de juin 1981, dans laquelle il y a un article de feu Yahya Wane, qui était maître assistant à l'EBAD, où ces 7 points sont résumés. Mais le discours dont ces 7 points viennent, c'est beaucoup plus tard que je l'ai trouvé. Dans un livre de Amar Samb, qui est le premier directeur africain de l'IFAN, qui est un arabisant, qui a traduit lui-même le texte de Cheikh Moussa Kamara, venant du Zouroul Bassatine, florilège au jardin de l'histoire des Noirs. Amar Samb a traduit lui-même le discours de l'Almami Souleymane Baal qui disait ceci. Oui. Regardez le caractère progressiste de ce discours-là par rapport à notre situation aujourd'hui. Il disait ceci: habitants du Fouta, vous avez promis de suivre l'homme qui vous ouvrirait la porte par laquelle vous pourrez vous dégager du joug des Denyankobe et mettre fin à la tyrannie des Maures. Je suis votre homme, j'ai ouvert cette porte. Il vous faut ceindre les reins pour faire triompher la cause de Dieu, pour que celui-ci vous accorde la victoire. La victoire est avec les patients. Moi, je ne sais pas si je trouverai la mort ou non dans ce combat. Mais si je meurs, prenez pour chef un imam savant, scrupuleux et honnête. Ah oui, choix du chef. Qui n'aime pas le pouvoir pour le pouvoir. Ceci nous renvoie à Nelson Mandela. N'est-ce pas? Les deux caractéristiques. Après l'avoir élu, si vous le voyez s'enrichir outre mesure, destituez-le. Mais c'est la bonne gouvernance d'aujourd'hui. Mais bien sûr. Enlevez-lui ses biens mal acquis. C'est la Commission nationale de lutte contre la corruption. S'il refuse sa révocation, combattez-le et chassez-le afin qu'il ne laisse point à ses descendants un trône héréditaire. Mais nous en sortons à peine, en 2012, de ce combat-là. Élisez pour le remplacer un autre imam, homme de science et d'action, de n'importe quelle origine sociale. C'est la démocratie
dans son acception la plus totale. Ne laissez pas le trône comme monopole d'une même tribu, car si vous le faites, il se transformera en bien héréditaire. Que quiconque le mérite devienne votre roi. Et pour terminer, Sada, ne tuez ni enfant ni vieillard. Et mieux, pour conclure, que nul d'entre vous ne mette à nu une femme. Oui. Si on le fait, ce sera un scandale pire que le meurtre. Fin de citation. Oui. Mais alors, c'est des principes. Alors, on comprend alors pourquoi on dit que le Fouta, en 1818, était un État qui C'est Gaspard Molien qui l'a écrit, oui, quand il a traversé le Fouta. Que des États européens. Gaspard Molien a témoigné dans son livre, en 1818, que le Fouta était un État organisé. Oui. Aussi bien organisé que pouvaient l'être l'Italie, l'Espagne, la France elle-même, même si le Fouta était moins industrialisé. Oui. Quoique le Fouta, avec 500 000 habitants à l'époque, eût été en possession de 25 000 fusils. C'est un ratio très élevé, ça. Oui. Ça, je le tiens du livre, si je me souviens bien, d'Ayawan, sur les tout couleurs du Fouta Toro. Parce que 25 000 fusils pour 500 000 habitants, ça veut dire un fusil pour 20 habitants. Oui. Ce pays-là a été armé. Oui. Mais alors, Omar, vous êtes historien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi chute du régime des taureaux de Fouta? Alors, Faidherbe, par exemple... On dit non-respect de ces principes-là, oui, qui ont été proclamés par la loi de Souleymane Baal à cause du choc des ambitions personnelles, alors, oui, où la classe dirigeante s'est divisée. Voilà. Faidherbe dit que c'est la division des Toucouleurs. J'ai un texte de Faidherbe où il dit textuellement, du Soudan. Sans les divisions des Toucouleurs, parce qu'il les appelait Toucouleurs, A-U-R-E-S, nous n'aurions jamais pu conquérir le Soudan. Oui. Il l'a écrit noir sur blanc. Oui. J'ai ce texte en ma possession. Alors, ces divisions, on les connaît, fracture au sein de la famille Khan. C'est ça. Rivalité entre les Li et les Wan. Exactement. Voilà, donc exactement, rivalité entre les Li et les Wan, donc bien relaté par Yahya Wan dans la revue sénégalaise d'histoire dans son article sur l'Almamia de 1776 à 1881. Et ensuite la fracture dans la famille Khan, relatée dans les détails dans le texte de Cheikh Moussa Kamara, le premier texte traduit du Zuhur Bassatine, traduit en français, donc de manière détaillée. La fracture entre l'Almami Abdulkader Khan, d'une part, et puis son cousin, grand électeur, éminent Tom du Fouta, Ali Doudou Khan, qui est le grand-père d'ailleurs d'Aboubakar Khan. Oui, cela prouve que donc vraiment il y avait des organisations. C'est comme la charte de Kakang Fouga. Vraiment, très tôt, quoi qu'on le dise, en Afrique, on a eu les gens ont réfléchi, ont mis des institutions qui étaient fortes. C'est ça. Et puis, bon, et on aurait pu actuellement prendre exemple sur ces choses. Ce qui est sûr, c'est que cette proclamation de l'Allemagne Souleymane Baal, lorsque personnellement j'en ai parlé pour la première fois en 1998, lors des journées culturelles du regroupement général des Sénégalais du Canada, beaucoup de compatriotes étaient ahuris. Ils m'ont dit, à partir de la lecture des 7 points, mais nous aurions pu prendre ces 7 points-là comme préambule de la Constitution du Sénégal contemporain. Oui. Il y a 222 ans, quelqu'un avait proclamé ça, ici au Sénégal. J'ai dit oui, ce sont les textes qui le disent, en tout cas. Il y a des documents écrits sur ça.